Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Alors Christian, aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir Béatrice Brugère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes vice-procureure de la République au tribunal de grande instance de Paris et vous êtes ancienne juge antiterroriste. C'est sur ce sujet que nous allons revenir aujourd'hui. Nous avons déjà reçu un certain nombre d'invités avec lesquels nous avons échangé sur cette thématique. On va revenir avec vous sur la place de la justice au sein de ce dispositif en matière de lutte antiterroriste. Je vais revenir peut-être sur quelques-unes de vos citations. En début d'année, vous disiez qu'il fallait replacer donc la justice au cœur du dispositif en expliquant que face aux nouvelles menaces terroristes, notre plus grand problème est l'absence totale de stratégie que nous payons depuis plusieurs années. Un examen de conscience est nécessaire car nous avons eu sous la main des terroristes avérés qui sont sortis de prison et ont récidivé. Vous disiez donc que l'échec est patent car la justice est le maillon faible du système. Alors aujourd'hui, après les attentats de Paris, après les attentats de Bruxelles, est-ce que vous voyez des choses évoluer? Quelles sont vos recommandations? Oui, alors en fait, bon, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. J'indique que je ne m'exprime surtout pas au nom du parquet de Paris, mais avec mon autre casquette qui est une casquette de syndicaliste qui me donne cette liberté de parole pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, il se passe beaucoup de choses depuis le deuxième attentat. Peut-être par rapport à l'attentat qui était celui de Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de communication, beaucoup d'annonces, mais peu d'actions. Je crois que là où vraiment les choses ont bougé, c'est au deuxième attentat. Oui, il faut faire un examen de conscience. D'abord, il faut toujours faire un examen de conscience. Si on veut améliorer notre système, il faut déjà identifier les failles et faire un bilan. Notre défaut principal, c'est souvent de passer, j'allais dire, l'étape du bilan et d'aller tout de suite dans l'action, souvent en faisant des nouvelles lois. Je rappelle quand même que depuis 1986, qui est la première loi antiterroriste, nous avons plus d'une trentaine de modifications des lois terroristes. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, après quasiment chaque attentat ou chaque événement, on a fait une nouvelle loi. Bon, ce qui pose un problème quand même déjà, j'allais dire, de pratique, parce que on a du mal à anticiper l'avenir. Les lois sont souvent des lois qui corrigent le présent, mais qui ne pensent pas l'avenir. Premièrement. Deuxièmement, il faut faire aussi un examen de conscience parce que on s'aperçoit que malheureusement, pour les terroristes qui sont connus, qui ont récidivé, qui ont réitéré dernièrement, beaucoup étaient déjà identifiés, voire connus, voire déjà condamnés, ce qui veut dire qu'on peut faire carrière dans le terrorisme chez nous. Donc, pareil, il faut identifier à un moment donné qu'est-ce qui dysfonctionne, sachant que de toute façon, on n'est pas là pour changer l'homme, mais on est là en tout cas pour prévenir la récidive ou la réitération. Donc il faut réfléchir sur l'exécution de nos peines, se demander si cette exécution est adaptée, si les peines sont assez longues, si c'est la longueur des peines qui va jouer. Voilà, bon, il y a tout ce travail de réflexion évidemment qu'il faut faire. Après, sur la place de la justice, elle me semble essentielle dans le dispositif, même si quand il y a un attentat, c'est la police, j'allais dire, qui est souvent d'abord au premier rang, les services de renseignement qu'on interroge immédiatement pour savoir un petit peu comment on n'a pas pu éviter, j'allais dire, l'acte terroriste. Ceci dit, on a besoin de la justice, et la justice est la place centrale, puisqu'elle permet d'identifier les responsabilités, de comprendre comment les choses sont faites, de les juger, de les apprécier et normalement d'éviter que ces personnes dangereuses réitèrent. Donc oui, elle est centrale. Ceci dit, notre système pénal n'a pas axé, j'allais dire, sa doctrine, si on peut parler de doctrine, sur cette capacité d'analyse et sur cette recherche du renseignement qui, en matière terroriste, est capitale. On l'a bien vu, le renseignement est la pierre angulaire pour lutter contre le terrorisme. Mais le renseignement, ce n'est pas une information. Le renseignement, c'est une information traitée intelligemment et surtout
partager avec les personnes qui peuvent l'utiliser. Il ne suffit pas de multiplier des officines de renseignement, puisqu'aujourd'hui, on a créé énormément de cellules qui font du renseignement. Je crois qu'on est à plus de 30, cellules qui peuvent faire aujourd'hui du renseignement, et on est maintenant dans la difficulté suivante, c'est de créer des structures maintenant de, coordination de tous ces renseignements, avec tous les problèmes humains aussi que ça pose, et institutionnels. Donc, on est en train de recréer un millefeuille. Bon, c'est parce qu'en fait, ça manque de doctrine, et il y a des enjeux, des tirages, tout ça. Donc, en fait, l'idée, c'est que le renseignement redevienne à la fois la pierre angulaire, mais qu'il ne soit pas à la fois éparpillé, qu'il soit bien utilisé, bien partagé. Il ne suffit pas d'avoir 50 000 personnes qui font du renseignement, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon renseignement au bon moment, entre les bonnes mains. Et la justice n'est pas dans cette logique de renseignement, elle est même à l'extérieur de cette logique de renseignement. Sans doute parce que culturellement, chez nous, le renseignement, c'est, à la différence des Américains, il y a quelque chose d'un peu sale dans le renseignement. Alors c'est vrai que nous, on est sur un système où le contradictoire est la base de notre pensée et de notre action juridique. Et le renseignement, c'est justement ce qui n'est pas soumis par définition au contradictoire, sinon il n'est plus du renseignement. Alors, juste un petit focus pour revenir sur les attentats que nous avons connus, qui sont des attentats d'ampleur au mois de novembre. Est-ce que, à votre avis, la justice est organisée pour faire face à des événements de cette ampleur? Parce qu'on les a vus de manière très importante, mais finalement, on pourrait imaginer, malheureusement, peut-être pire. L'ensemble des services publics a fait un certain nombre de retours d'expérience, comme on dit, sur le dimensionnement des capacités de gestion de crise, des capacités même de suivi dans le temps et dans les semaines et les mois qui suivent ce type d'événements. Pensez-vous que la justice française est dimensionnée, est organisée pour faire face à des événements d'ampleur, dans lesquels, évidemment, son action est tout à fait importante? Alors, il y a 2 points dans votre question qui est fondamental, puisqu'en fait, si on écoute bien ce que disent nos décideurs, nous sommes qu'au début de ce qui nous attend. Donc, la question est capitale. Est-ce qu'on est prêt, par la suite, à pouvoir absorber ce genre de terrorisme de masse ? Ce qui est sûr, et ça ne vous a pas échappé, c'est que la justice est dans un état catastrophique au niveau des moyens et des effectifs, qui fait que de toute façon, elle est déjà aujourd'hui en grande difficulté, quels que soient les contentieux, qu'ils soient civils ou pénals. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a vu que sur le dernier attentat, il a fallu mobiliser quasiment tous les effectifs à l'instruction, puisque tous les juges d'instruction quasiment, en tout cas il y en a eu énormément qui ont été saisis sur cette dernière affaire, et au parquet, le procureur de Paris a dû faire appel aussi à des renforts de magistrats qui n'étaient pas affectés au parquet antiterroriste, premièrement. Si on compare en plus avec d'autres pays européens, on s'aperçoit qu'on a une structure relativement faible en termes d'effectifs sur le parquet parisien, puisque tout est concentré à Paris, je vous le rappelle, puisque c'est une compétence parisienne qui est concurrente et non pas exclusive d'ailleurs. Donc les effectifs, on est à peu près sur une vingtaine de personnes, c'est peu au regard de l'Italie, qui, elle, compte à peu près, c'est à peu près ce qu'elle compte pour une ville de Turin. C'est-à-dire qu'à Turin, vous avez à peu près ces effectifs, qui est une petite ville moyenne, qu'on pourrait comparer, qui est plus petite que Lyon, mais bon, qui est un peu comme Lyon, mais qui est beaucoup plus petite que Lyon. Ce serait plutôt une ville moyenne. On a plus de magistrats qui font de l'antiterrorisme à Turin qu'à Paris. Voilà, et je crois que sur toute l'Italie, on est sur des effectifs de 250 magistrats qui sont habilités à traiter des affaires de terrorisme, sachant que c'est couplé avec la criminalité organisée. Donc,
Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais... c'est un signe. Voilà. Alors après, la question des effectifs, il faut toujours la traiter par rapport à ce que l'on fait, ce que l'on recherche. Si on se cantonne à ne traiter à Paris que quelques gros attentats de temps en temps, peut-être qu'en effet, les effectifs parisiens suffisent. Si on anticipe sur l'avenir, tel qu'on nous l'annonce, d'une multiplicité d'attentats qui pourraient être sur tout le territoire, voire des stratégies d'attentats multiples, hein, puisque ça fait partie aussi des plans des terroristes, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait vu déjà sur le dernier attentat, c'est-à-dire plusieurs points, mais là c'était sur Paris, mais si on l'imagine sur le territoire national, je pense qu'en effet, on va être en très très grande difficulté. Vous disiez tout à l'heure que le renseignement était la pierre angulaire, la police, la justice centrale et la police aux avant-postes. Comment est-ce que vous envisagez, est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer une interopérabilité entre ces services ? Alors déjà, il y a la problématique du partage de l'information au sein des services de police. Entre le niveau local et le niveau national, entre les différents services de police. On a beaucoup perdu, et ça a été dit, avec les RG, hein, qui est cette police de proximité. Et il semblerait qu'il y ait des difficultés sur les remontées de renseignements aussi, entre le local et, je vais dire, les structures un petit peu plus centralisées. Donc il y a déjà le problème interne police, j'allais dire. Après, il y a le problème du partage de renseignements avec tous ceux qui peuvent aujourd'hui faire du renseignement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi le problème du partage entre la police et la justice. Quand le renseignement arrive dans une procédure, quand le renseignement arrive, je vais dire, excusez-moi, pour la justice, il rentre en procédure. Donc, il n'existe plus en tant que tel, entre guillemets. Donc là, on voit bien qu'il faut changer nos façons de faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire des déclarations en disant il vaut mieux travailler sur le renseignement, il faut changer notre système lui-même. Or, en plus, le système judiciaire est, à mon avis, mais on peut ne pas être d'accord, une déperdition de renseignements tout le long de la chaîne pénale. C'est-à-dire que le renseignement, au fur et à mesure que la procédure avance, est en déperdition. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'application des peines, et je fais exprès de prendre tout de suite la fin de la chaîne pénale, parce que ça aussi, ça nous intéresse, et il y a eu toute une réflexion sur le fait de savoir si la pénitentiaire devait faire du renseignement pénitentiaire, et c'était toutes les polémiques qui ont eu lieu sur ce qu'on a appelé la fiche S, pensant que les juges avaient accès à ce genre de renseignements. Non, il faut bien comprendre que quand un magistrat, alors les choses sont en train de changer, mais en tout cas, jusqu'à peu, avait en charge l'exécution de peine d'un terroriste, d'abord, ce n'est pas un magistrat spécialisé, donc c'est un magistrat d'exécution des peines, un JAP, on appelle ça, j'allais dire classique, hein, normal. Il n'a pas plus de renseignements, entre guillemets, sur la personne, si ce n'est qu'il sait que c'est un terroriste, mais ça ne va pas très loin de savoir que c'est un terroriste. Donc en fait, voilà, c'est tout ce renseignement, toute cette culture du renseignement qui est très absente au niveau de la justice. Et c'est pour ça que le débat qui avait lieu sur la loi sur le renseignement était intéressant parce qu'il était, j'allais dire, entre les deux attentats. On avait eu Charlie Hebdo, on a eu la loi sur le renseignement, il y a eu énormément de débats, et la question a été posée, est-ce que, par exemple, les services pénitentiaires devaient faire du renseignement ? Le choix a été fait de dire non. C'est-à-dire qu'en fait, entre les deux attentats, on n'avait pas encore compris, voilà, on est à quelques mois, l'importance du renseignement. Il a fallu attendre le deuxième attentat, quelques mois après, pour changer, puisque maintenant, on est en train de faire en sorte que les services pénitentiaires fassent du renseignement. Et il y a eu des débats où on a redécouvert des choses que l'on connaissait depuis 10 ans, en disant, mais vous savez, les prisons sont un lieu de radicalisation. Voilà, donc ce qui veut bien dire qu'en fait, il faut qu'on soit à chaud dans l'événement
pour pouvoir penser l'utilité du renseignement dans notre système. Et même à chaud, il a fallu un deuxième attentat avec beaucoup plus de morts pour dire l'inverse de ce qui avait été dit quelques mois après. Donc voilà, il y a à la fois un problème de culture, et puis après il y a tout un problème aussi d'organisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de décréter que la pénitentiaire doit faire du renseignement, il faut tout de suite imaginer que celui qui est gardien de prison n'a pas ni la formation, ni la culture, ni les moyens d'aller faire du renseignement. Et puis ça veut dire aussi qu'il faut aller encore plus loin, c'est qu'il va falloir aussi penser autrement tout le système de fouille. Système de fouille que quelques mois auparavant on aura validé en disant que non, il ne faut pas faire des fouilles. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on sent très bien que là, il y a un énorme travail de remise en cause et de vision pour pouvoir appréhender la place du renseignement. Un petit mot, puisqu'on a parlé de l'organisation française, on voit aujourd'hui l'impact européen de ces attentats dans la relation franco-belgique, et d'ailleurs des dissensions au début, bon, qui sont un peu calmées après, mais plus globalement, ça peut arriver au Royaume-Uni, ça peut arriver dans tous les pays d'Europe, ou au moins dans la plupart. Quel positionnement voyez-vous pour Eurojust, qui a quand même depuis quelques années voulu aussi investir ce champ, donc comment vous voyez cette coopération européenne, multilatérale ou vraiment d'État à État? Alors, Eurojust, c'est un outil très intéressant qui a pris beaucoup d'ampleur. Hein. Il faut reconnaître que par rapport au départ, c'est un outil qui est arrivé davantage en assistance des magistrats pour les aider à comprendre les procédures. Il n'y a que les terroristes qui ont bien intégré que nous sommes en Europe et qu'il n'y a plus de frontières. Nous, on a encore beaucoup de frontières dans notre façon de travailler. Donc la coopération, j'allais dire, elle est escalée, mais elle est difficile, elle est très lente, on le sait. Parfois, elle marche très bien avec certains pays, mais si on doit raisonner au niveau de l'Europe, on est quand même très nombreux au niveau européen. On ne peut pas dire que ça soit un succès franc et massif. On s'aperçoit que d'ailleurs, elle fait des pas en avant, souvent, comme ce que je disais tout à l'heure, après un attentat. Le mandat d'arrêt européen dont on a beaucoup parlé récemment, c'était après les attentats de 2001, où là on a vu qu'il fallait bouger les lits. Mais on voit très bien, et toutes les émissions de télé qui ont parlé du mandat d'arrêt européen restaient sur la formule extradition, que les notions ne sont pas comprises et qu'on est encore dans des vieux schémas où on pense que c'est encore quelque chose de politique qui passe par des canaux qui n'existent plus. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt européen est un outil extrêmement intéressant. Et il faudra aller plus loin d'ailleurs dans ces outils-là, qui permet d'échanger des renseignements de magistrat à magistrat, de parquet à parquet, et les décisions sont rapides, efficaces, et ne passent pas par un canal comme l'extradition politique ou diplomatique. Donc la coopération, j'allais dire, elle dépend à la fois des structures et des hommes. Alors, les hommes, ça a marché aussi bien avec l'Espagne parce qu'on avait l'ETA, on avait déjà des équipes communes d'enquête. Ça a marché avec la Belgique, mais sous la pression de l'actualité. Donc, on voit très bien qu'on est toujours dans les mêmes schémas. Et il faut quand même se méfier, c'est-à-dire que ces équipes communes d'enquête, les Français sont là en assistance, ils ne sont pas là en activité, j'allais dire, pleine. Voilà, c'est pas une équipe franco-belge qui va interpeller, c'est des Français qui sont à côté des Belges et qui sont sur place et qui assistent les actes d'enquête. C'est déjà un grand pas. Je pense qu'en tout cas, il va falloir continuer à aller là, dans ce sens-là, mais on est très loin d'avoir une coopération extrêmement fluide au niveau européen. Sauf un petit peu avec la Belgique et l'Espagne, mais c'est des raisons historiques. Demain, on aurait un attentat avec un autre pays, voilà, on retrouverait peut-être les mêmes difficultés que l'on a eues auparavant. Donc Eurojust, lui, essaye d'être un peu un moteur, mais il est un moteur plus pour aider à comprendre et à faciliter ces procédures qui ne sont pas toujours acquises pour les magistrats qui, eux, ne sont pas confrontés au quotidien, de toute façon, à la coopération.
Béatrice Brugère, j'ai répondu à vos... Oui, voilà. Peut-être un tout petit point précis encore. Vous avez parlé de la centralisation française en matière d'actes de terrorisme avec le parquet de Paris, la compétence unique nationale. On voit qu'il y a beaucoup de quartiers difficiles et beaucoup de foyers potentiels djihadisme en France. Est-ce que cette compétence nationale n'était pas un frein à la détection ou à la répression à des niveaux plus faibles ? Alors d'abord, cette compétence, c'est intéressant, cet article dit que c'est une compétence concurrente. De fait, elle est devenue exclusive, mais c'est un peu une pratique. On pourrait tout à fait imaginer qu'un parquet à Toulouse, par exemple, au hasard, puisse garder sa compétence. Mais Paris, de fait, garde, j'allais dire, la mainmise sur le terrorisme pour des raisons historique, pratique, politique, de bonne coopération avec les services de la DGSI. Bon, voilà, il y a des raisons objectives. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et en tout cas, c'est pas ce qu'ont fait les Italiens, et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont bien réussi à lutter contre le terrorisme. Eux, au contraire, ils ont reterritorialisé l'action antiterroriste, qu'ils ont couplé de façon très intelligente avec la criminalité organisée, alors mafieuse certes, mais aujourd'hui on se rend compte quand même de quelque chose qui est ancien, qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on s'en rend compte, mais c'est très ancien, c'est que la porosité est évidente entre les milieux terroristes et certains milieux de criminalité organisée, pour des raisons d'ailleurs soit d'approvisionnement, soit de support logistique, soit tout simplement, j'allais dire, d'évolution de carrière de certains profils qui passent de la criminalité organisée au terrorisme. Voilà. Alors il n'y a pas identité des milieux, c'est pas du tout ça, mais il y a une porosité qui fait que quand on couple les deux, on peut avoir des enquêtes peut-être plus intéressantes. Parce que l'enquête, elle est déterminée par les objectifs. Donc si vous ne donnez pas des objectifs de lutte terrorisme, criminalité organisée, vous ne verrez que le côté criminalité organisée, vous ne verrez pas le côté terroriste. Donc ça aussi, c'est très important parce que ça demande de la formation, ça demande des objectifs, ça demande de la doctrine. Et aujourd'hui, il y a plein de petits actes de terrorisme, parce que ce nouveau terrorisme, cette nouvelle menace, elle est à la fois globale et locale, qui passe un peu, j'allais dire, sous la ligne rouge de ce qu'on pourrait appeler du soft ou du petit terrorisme, qui est grave, mais qui sera, par exemple, une personne qui va prendre une voiture, qui va foncer, comme on l'a vu à Valence. Par exemple, cet exemple, où vous avez une personne qui prend une voiture, qui fonce en criant à Akbar sur des militaires ou sur des personnalités comme ça qui représentent l'État. Ça peut être des actes de terrorisme. On a tendance, nous, à dire tout de suite c'est l'acte d'un fou, parce qu'on a tendance très vite à psychiatriser ce genre d'acte. Et le fait que sur le territoire, on ne prenne pas en compte peut-être ces actes disséminés, nous fait à la fois perdre du temps, passer à côté peut-être de choses plus graves qui seraient à détecter. Les Italiens, ils ont couplé sur tout le territoire les magistrats, criminalité organisée, terrorisme. Nous, on a une structure existante qui s'appelle les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées. Il suffirait de donner aux JIRS, c'est-à-dire sur quand même une dizaine de points sur le territoire, cette double compétence, et je pense qu'on aurait énormément de gains en termes de renseignements et d'enquête pour remonter certaines filières, à la fois d'approvisionnement ou même de complicité, ou même parfois d'identité entre ces deux milieux. Parce qu'on est encore dans la logique très française de la lutte d'un côté contre le terrorisme comme un milieu à part et la lutte contre la criminalité organisée comme un autre milieu. Béatrice Brugère, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Christian, c'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve dans 15 jours avec notre prochain invité qui sera donc Patrick Colas-Desfrancs, avec qui nous reviendrons sur les enjeux du salon Eurosatory, l'événement mondial très attendu de ce mois de juin. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.